Ils m'ont laissé des dettes. Mais dans le testament, j'ai trouvé autre chose que de l'argent. Ce fut la première pensée qui me traversa l'esprit lorsque je raccrochai le téléphone, le combiné glissant de ma main moite. La voix de l'autre côté, celle de maître Valérien, le notaire de la famille, avait été d'une courtoisie glaciale, un baume professionnel appliqué sur une plaie que je ne savais pas encore ouverte. Mademoiselle Morel, vos parents ont laissé un dossier à régler. Il faudrait venir au cabinet. Le notaire m'avait appelé 2 semaines, 14 jours exactement, après l'enterrement. 14 jours passés dans un brouillard cotonneux où le chagrin se mêlait à un soulagement coupable. Mes relations avec mes parents avaient toujours été complexes, faites de silence, de reproches muets et d'attentes déçues. Leur mort soudaine dans cet accident de voiture absurde avait laissé un vide, certes, mais aussi une étrange absence de poids. Je croyais à une formalité, quelques papiers à signer, un compte bancaire dérisoire à clôturer, peut-être la transmission de la vieille horloge comtoise que ma mère polissait chaque samedi. Des souvenirs symboliques. Je m'étais préparée à un adieu administratif, pas à une embuscade financière. Le cabinet de maître Valérien se trouvait dans un vieil immeuble du centre-ville, au parquet grinçant et à l'odeur de cire d'abeille et de papier ancien. C'était un lieu hors du temps, conçu pour gérer la fin des choses. Le notaire, un homme précis, lunettes rectangulaires cerclées de métal, le crâne lisse, m'accueillit sans la moindre inflexion d'empathie superflue. Son bureau était froid, impeccablement rangé, dominé par une bibliothèque en acajou sombre. J'ai compris, en m'asseyant sur le fauteuil en cuir qui craqua sous mon poids, que ce n'était pas un adieu, c'était un héritage piégé. Il ouvrit une chemise cartonnée de couleur bordeaux, épaisse comme un roman. Mademoiselle Morel, Élise, vos parents, comme vous le savez, n'étaient même pas propriétaires de leur logement. Ils étaient locataires. Je hochai la tête, confuse. Pourquoi me précisait-il cela? En revanche, votre père, monsieur Paul Morel, avait plusieurs emprunts en cours, des prêts personnels et un découvert professionnel conséquent. Il fit une pause, ajustant ses lunettes sur l'arête de son nez. Légalement, en acceptant la succession, ce qui est le cas si vous ne la refusez pas activement, ces dettes vous reviennent. Un silence s'installa, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge sur le mur. J'ai cligné des yeux, l'air me manquant soudain. Des dettes? Je ne comprends pas. Il vivait, simplement. Combien? Maître Valérien prit un ton mesuré, détaché, comme s'il m'annonçait la météo. Après inventaire, le passif s'élève à environ 60 000 euros. 60 000 euros. Le mot, le chiffre écrit en toutes lettres, dans mon esprit, s'est écrasé dans ma tête comme un coup de marteau. Il ne s'agissait pas d'une petite somme, pas d'un découvert de fin de mois. C'était une montagne. C'était plus que ce que j'avais jamais possédé, plus que ce que je pouvais espérer économiser en 10 ans. Je gagnais à peine assez pour payer mon propre loyer, mon petit 2 pièces sous les toits, avec mon maigre salaire de graphiste freelance. 60 000 euros. Et voilà que, même morts, mes parents réussissaient à me faire payer leurs erreurs, leur silence, leur vie entière de dissimulation. Je n'ai pas pleuré, pas devant lui. Une colère froide, lourde s'installa dans ma poitrine, chassant le chagrin. J'étais la dernière victime de leur gestion désastreuse, la dernière note de frais de leur existence. Je me suis contentée de signer les papiers qu'ils me tendaient, l'acte d'acceptation de la succession que j'avais naïvement paraphé, avant de connaître l'étendue du désastre. Ma main bougeait mécaniquement, mon nom s'étalant sur la ligne pointillée comme une condamnation. Je suis sortie dans la rue. L'air sentait le métal froid et les gaz d'échappement. Il pleuvait, une bruine fine qui se collait au visage. Tout autour de moi, les gens marchaient manon vite, protégés par leurs parapluies, leurs écouteurs, leurs vies affairées. Le monde continuait, indifférent à ma chute, à cette encre de 60 000 euros qui venait de s'accrocher à ma cheville. Pendant une semaine, je n'ai rien fait. J'ai regardé le plafond de mon appartement, les chiffres dansant devant mes yeux. J'ai reçu le premier appel de la banque, une voix jeune et insistante me parlant d'échéancier. J'ai raccroché. Puis, la colère s'est muée en une sorte de curiosité morbide. Je devais comprendre. Comment? Pourquoi? À la maison, dans mon salon envahi par les cartons de leur vie que j'avais récupérés sans conviction, j'ai commencé le tri.
C'était une tâche que j'avais repoussée. Ouvrir ces boîtes, c'était comme ouvrir leur tombe une seconde fois. J'ai ouvert les vieux classeurs de mon père. Des factures, des relevés bancaires datant de plusieurs années, des lettres de relance déjà anciennes, des reçus de choses que je ne comprenais pas. C'était un cimetière de petites négligences et de grands secrets. Et, au milieu d'un dossier intitulé Divers comptabilités, j'ai trouvé une enveloppe. Une simple enveloppe en papier craft beige, sans timbre, sans adresse. Elle était glissée entre deux bilans comptables d'une société dont le nom m'était inconnu. Sur le rabat, une écriture que je ne reconnaissais pas. Ce n'était ni celle de mon père, ni celle de ma mère. Une écriture ronde, presque féminine, mais ferme. À ouvrir seulement si je ne suis plus là. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Si je ne suis plus là. C'était daté de 10 ans plus tôt. Mes mains tremblaient. J'ai cherché un coupe-papier. Puis, n'en trouvant pas, j'ai déchiré le rabat avec une impatience fébrile. À l'intérieur, non pas un, mais 3 feuillets, pliés en 4. Du papier à lettres fin, légèrement jauni. L'écriture était celle de mon père, serrée, nerveuse, presque illisible par endroits, comme s'il avait écrit dans l'urgence ou la peur. La première phrase disait « Si tu lis ceci, Élise, c'est que la vérité m'a rattrapée, ou que la mort l'a fait avant elle. » J'ai lu les lignes suivantes, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Tu n'étais pas censé tout savoir. J'ai passé ma vie à essayer de construire un barrage contre le passé. J'ai voulu protéger ta mère. J'ai voulu te protéger toi. Mais ce que j'ai fait, ce que j'ai supporté, c'est pour vous que je l'ai fait. Le prêt principal, celui qui nous a étranglés, n'était pas pour la maison. Il n'était pas pour nous. C'était pour quelqu'un d'autre. J'ai reposé les papiers sur la table basse. Mes mains tremblaient si fort que je les ai serrées l'une contre l'autre. Protéger ma mère? D'elle-même? De lui? Quelqu'un d'autre? Qui? L'image de mes parents, ce couple éteint, sans histoire, que je croyais connaître, venait de voler en éclats. Mon père, cet homme effacé, presque transparent, avait des secrets assez lourds pour justifier une lettre posthume. Le lendemain, l'aube n'était pas encore levée, que j'étais déjà sous la douche. La colère avait fait place à une détermination froide. Je ne pleurais plus mon héritage, je déterrais une histoire. Je suis retournée voir maître Valérien, sans rendez-vous. Sa secrétaire a tenté de me barrer la route, mais j'ai forcé le passage. Il m'a reçue, visiblement agacé, dans son bureau froid. Mademoiselle Morel, nos accords de paiement? Je ne suis pas là pour ça. L'ai-je coupé? Ma voix était dure. Je ne la reconnaissais pas. Ces dettes? Ces 60 000 euros? Vous savez à quoi elles correspondaient exactement? Il a soupiré, l'air de dire que cela ne changeait rien à l'affaire. Il a ouvert à nouveau la chemise bordeaux. Il a cherché dans les documents, ses doigts fins parcourant les lignes. Le créancier principal est une banque, pour un prêt contracté, il y a 12 ans. Mais l'origine des fonds? Ah, c'était lié à une société fermée depuis des années, Charpentier and Fils, travaux publics. Il releva les yeux vers moi, au-dessus de ses lunettes. Votre père y avait une part, mais elle a disparu lors de la liquidation. Disparu? Dissoute après un scandale. C'était une affaire assez locale, mais bruyante. Détournement de fonds, si je me souviens bien. L'associé principal, un certain Charpentier, a été blanchi, mais l'entreprise a coulé. Votre père, semble-t-il, a été tenu responsable d'une partie des pertes en tant que caution solidaire. Je suis sortie sans un mot, sans même un au revoir. Mon père, Paul Morel. Si droit, si discret, si terrifié par le moindre risque. Mêlé à une fraude? Non, c'était impossible. Ou alors, quelqu'un s'était servi de son nom. Cette idée s'est logée dans ma tête comme une écharde. De retour chez moi, j'ai vidé tous les cartons. J'ai étalé la vie administrative de mes parents sur le sol de mon salon. J'ai passé la soirée et une partie de la nuit à tout relire, à tout comparer, les dates, les montants. Et dans un dossier épais, un classeur bleu que ma mère tenait méticuleusement, j'ai trouvé ce que je cherchais, ou plutôt ce que je ne cherchais pas. Un relevé de virement permanent. Pas une somme énorme, mais régulière. 500 euros, chaque mois, le 5, depuis près de 15 ans. Versé à une femme que je ne connaissais pas. Nom, Évelyne Roche.
Adresse: un petit village à 40 kilomètres d'ici, Saint-Martin-la-Forêt. Je n'ai pas dormi de la nuit. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais l'image qu'elles formaient était monstrueuse. L'argent des dettes, l'entreprise, le scandale, la lettre parlant de quelqu'un d'autre. Et cette femme. Au matin, le visage gris de fatigue, mais les yeux brûlants, j'ai pris mes clés de voiture. Je suis partie, pas pour comprendre, pour confronter. Je suis partie à l'aube. L'autoroute A11 filait dans un brouillard pâle de début d'automne, et tout semblait suspendu, irréel. La radio crachait des informations que je n'entendais pas. Mon esprit tournait en boucle. Évelyne Roche, Charpentier & Fils. J'avais noté l'adresse d'Evelyne Roche sur un vieux papier froissé, celui du relevé bancaire. 40 kilomètres à peine, mais chaque minute qui s'étirait me paraissait une traversée entière de ma propre vie, me menant vers une vérité que je n'étais pas sûre de vouloir affronter. Le village était petit, presque endormi, de ceux qui semblent figés dans une autre époque. Des maisons de pierre grise, des volets bleus délavés, une odeur de bois humide et de feuilles cleues mortes. Je me suis garée devant le numéro 22, une maison basse, ancienne, couverte d'un lierre rougeoyant. Une plaque en laiton, ternie par le temps, sur la boîte aux lettres, Roche Évelyne, retraitée. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. J'ai levé la main, j'ai hésité, puis j'ai frappé. Le son résonna sec dans le silence du matin. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte en grinçant. Une femme d'une soixantaine d'années se tenait sur le seuil. Elle était mince, les cheveux gris tirés en un chignon strict. Elle portait un gilet de laine et me regardait avec une curiosité inquiète. Ses yeux, d'un bleu pâle, se sont agrandis dès qu'elle m'a vue. Elle n'a pas eu besoin de me demander qui j'étais. Elle a porté une main à sa bouche. « Vous êtes ?» Élise Morel, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. La fille de Paul Morel. Un silence, un long silence lourd où elle m'a dévisagé, cherchant les traits de mon père sur mon visage. Puis, un souffle, un murmure. Mon Dieu, je m'en doutais, je savais qu'un jour vous viendriez. Elle s'est écartée pour me laisser passer. Entrez, je vous en prie, il fait froid. Elle m'a invitée à entrer, le salon était petit, mais méticuleusement rangé. Il sentait le café tiède, les livres anciens et peut-être un peu la poussière. C'était confortable, mais triste. Sur la cheminée, au-dessus d'un feu éteint, il y avait plusieurs cadres. Et dans l'un d'eux, une photo. Mon père, jeune, tellement jeune. Il devait avoir 30 ans. Il souriait, un sourire large, franc, que je ne lui avais jamais vu. À côté de lui, elle, Évelyne, tout aussi jeune, sa tête penchée contre son épaule. Ils étaient sur un bateau, le soleil brillait. Le monde s'est arrêté, mon père. Et cette femme. Vous le connaissiez ? Ai-je demandé, la voix étranglée par la révélation. C'était une question stupide. Elle a posé la tasse de café qu'elle tenait à la main sur une table basse. Ses mains tremblaient légèrement. J'ai été sa secrétaire chez Charpentier & Fils, a-t-elle dit doucement. Elle a marqué une pause, puis a ajouté, en me regardant droit dans les yeux. Puis, un peu plus. Je suis restée debout, figée, l'amante, la maîtresse, celle pour qui il avait volé, celle pour qui il m'avait endettée. La colère que j'avais ressentie chez le notaire est revenue, brûlante. J'ai fait un pas en arrière, vers la porte. Elle a vu mon mouvement. Ne partez pas, s'il vous plaît, asseyez-vous. Il y a des choses que vous devez savoir. Des choses que Paul voulait que vous sachiez, mais qu'il n'a jamais eu le courage de vous dire. Je me suis assise sur le bord du canapé, le dos raide, mes mains serrées sur mon sac. Elle m'a parlé longtemps, d'une voix lente, égrenant les souvenirs comme un chapelet. Elle a raconté la société de mon père. Charpentier & Fils, les débuts prometteurs, les marchés publics, l'ambition dévorante de l'associé, Armand Charpentier. Et puis, les difficultés, les factures fausses, les comptes truqués. Votre père n'était pas coupable, mademoiselle, Élise. Il n'a pas détourné un centime. Il a couvert quelqu'un. Qui ? Ai-je soufflé, même si je pensais connaître la réponse. Le vrai responsable, l'unique. C'était Armand Charpentier. C'est lui qui a siphonné les comptes, qui a tout déplacé sous le nom de votre père, qui a imité sa signature sur les cautions. Je me suis assise plus profondément dans le canapé.
Le sol tournait un peu. Et pourquoi? Pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi a-t-il payé? Elle a baissé les yeux, ses joues se colorant d'une pudeur ancienne. Parce que cet homme, Charpentier, détenait quelque chose contre lui, contre Paul. Quoi? Elle a relevé les yeux vers moi, et ils étaient pleins d'une tristesse infinie. Moi. J'ai senti ma gorge se serrer. Elle a continué, sa voix se brisant à peine. J'étais mariée à l'époque, mal mariée, un homme violent. Paul m'aidait. Il était bon, il voulait me protéger. Notre histoire, elle n'aurait jamais dû exister, mais elle a existé. Quand Charpentier, qui suspectait votre père de vouloir dénoncer ses magouilles, a découvert notre liaison, il l'a menacée. Elle s'est arrêtée, revivant la scène. Il lui a donné le choix, ou il se taisait sur les détournements, ou il révélait tout. Ma liaison, mon adultère. Il menaçait de tout dire à mon mari, et à votre mère. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Alors votre père s'est tu. Il a pris la faute sur lui. Il a signé des reconnaissances de dettes pour couvrir les trous que Charpentier avait creusés, pour éviter un procès public qui aurait tout exposé. Je n'arrivais plus à respirer. Mon père, l'homme faible et effacé, avait en fait livré une bataille silencieuse. Il avait sacrifié son honneur pour protéger cette femme. Les dettes? Les 60 000 euros? Oui, c'est le reliquat de ce qu'il a remboursé, toute sa vie, à la place de Charpentier. Et il m'a demandé de garder le secret, de ne jamais rien dire, même à vous, jusqu'à sa mort. Et l'argent qu'il vous envoyait, les 500 euros? Elle a rougi violemment. C'était pour moi, pour m'aider. Mon mari m'a quitté quand même, et je n'avais rien. Paul ne m'a jamais laissé tomber. Il avait prévu des virements automatiques, même après sa mort, pour m'aider jusqu'à la fin. Je ne les ai pas interrompus tout de suite, après l'accident. J'avais si peur. Un silence lourd s'est abattu sur le petit salon. Elle s'est levée, s'est dirigée vers une commode et en a sorti un dossier. Vous devriez lire ça. Ce sont les lettres qu'il m'a écrites, celles qu'il n'a jamais envoyées. Il parlait de vous. J'ai pris l'enveloppe qu'elle me tendait, mon prénom sur la première ligne, tracé d'une main tremblée, celle de mon père. C'était la même écriture que celle de la lettre trouvée dans les classeurs. Élise, ma fille, un jour, tu apprendras peut-être que ton père n'était pas un homme faible ni un voleur, juste un homme fatigué de porter les fautes des autres. Pardonne-moi de t'avoir légué des dettes. Je n'avais plus le temps, ni la force, de tout réparer. Je n'ai pas pu continuer. Les mots se dissolvaient sous mes larmes. Des larmes, enfin. Pas de colère, pas de pitié. Des larmes de compréhension. Evelyne a posé une main légère sur mon bras. Il t'aimait plus que tout. Tu sais, il venait parfois ici, juste pour s'asseoir et parler de toi. Il disait que tu avais la force de ta mère, mais ses yeux à lui. Je me suis levée, les jambes tremblantes. Pourquoi me raconter tout cela maintenant? Parce qu'il est mort, a-t-elle dit simplement. Et que le mensonge ne protège plus personne, surtout pas vous. Je suis sortie, l'air coupant du matin me giflant le visage. Le ciel s'était éclairci, les nuages se déchiraient, laissant passer un soleil pâle. J'avais l'impression de respirer dans une autre vie. Sur la route du retour, je ne voyais plus les arbres, ni les voitures. Je pensais à cette femme, Evelyne, à mon père, cet étranger héroïque et tragique, à tous ces secrets transmis comme des héritages maudits. Et je me suis promis une chose, une seule. Je ne paierai pas. Je ne paierai pas pour les fautes d'Armand Charpentier. Le soir même, j'ai appelé Maître Valérien. Maître, je veux rouvrir le dossier de mon père. Je conteste la dette. Je crois qu'il a été victime d'une escroquerie et d'un faux en écriture. Sa voix, surprise, perdit de son flegme. Mademoiselle Morel, c'est une procédure extrêmement complexe. Vous avez des preuves tangibles? Pas encore, ai-je répondu en regardant la lettre de mon père posée sur ma table. Mais je vais les trouver. Et à cet instant, pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti en moi quelque chose renaître, une force que je ne me connaissais pas. Le poids du passé ne s'était pas évaporé, il s'était changé en moteur. Les jours suivants, je n'ai pensé qu'à ça, le dossier, les dettes, les signatures, Charpentier and Fils,
et cette phrase dans la lettre, je n'avais plus le temps de tout réparer. Moi, j'en avais encore, j'ai repris rendez-vous chez maître Valérien. Cette fois, son regard avait changé. Il me voyait différemment, non plus comme une héritière accablée, mais comme une adversaire potentielle. Il m'a reçue dans son bureau froid, les mains jointes. Mademoiselle Morel, vous êtes certaine de vouloir exhumer cette affaire? Cela va coûter cher, en temps et en argent. Je suis certaine. Mon père n'était pas coupable. Je veux une copie de l'intégralité du dossier de liquidation. Il a soupiré. Dans ces affaires anciennes, on trouve souvent plus de cendres que de vérité. Alors je tamiserai la cendre, ai-je rétorqué. Il a esquissé un sourire triste, presque admiratif, puis m'a tendu une copie du contrat de la société Charpentier & Fils et les actes de cautionnement. Une signature m'a frappée, celle de mon père, apposée au bas d'une reconnaissance de dette astronomique. Mais elle était légèrement différente. La boucle du P était trop ronde. Le M de Morel tremblait, l'encre était d'un bleu plus clair, plus moderne que le reste du document. Je n'étais pas experte en graphologie, mais mon instinct hurlait. Faux. J'ai passé des nuits blanches, j'ai scanné tous les documents, j'ai superposé les signatures sur mon ordinateur, j'ai comparé les lettres, les dates. Sur un contrat de cautionnement, la signature de mon père apparaissait datée de 2 jours après la fermeture officielle de la société et sa mise en liquidation. Impossible. Mon père n'aurait jamais signé un document l'engageant après la dissolution. C'était une preuve. Maigre, mais c'était une preuve. J'ai imprimé tout cela, puis je suis allée voir Jeanne. Jeanne, c'est mon amie depuis le lycée, mon ancre. Elle est juriste, pragmatique, et la seule à qui j'avais tout raconté. Elle m'a accueillie avec un thé fumant et un regard inquiet. Tu t'enfonces dans quelque chose de lourd, Élise. Très lourd. C'est déjà lourd, autant aller jusqu'au fond. Je ne peux pas vivre en payant pour un crime que mon père n'a pas commis. Elle a hoché la tête, son esprit pratique déjà en marche. J'ai un ami qui travaille aux archives commerciales de la mairie. Il peut peut-être t'aider à consulter les archives physiques de la liquidation de Charpentier & Fils, les documents que le notaire n'a peut-être pas. 2 jours plus tard, nous étions dans une salle glacée, au sous-sol de la mairie, entourée de boîtes à archives poussiéreuses. L'odeur de vieux papier était suffocante. Les registres anciens craquaient sous les doigts. Et là, dans un registre de comptabilité que personne n'avait dû ouvrir depuis 10 ans, sur un formulaire daté de cette époque, un détail, le numéro de compte bancaire utilisé pour le transfert des fonds détournés. Ce n'était pas celui de mon père. C'était un compte offshore dont le bénéficiaire était listé comme AC Consulting. Armand Charpentier, le cœur battant, j'ai photographié le document avec mon téléphone. Puis, en feuilletant le dossier de liquidation, j'ai trouvé un autre papier, glissé entre 2 pages. Une plainte anonyme, rédigée à la machine à écrire, jamais classée, jamais suivie des faits. Elle dénonçait un détournement organisé par la direction, maquillé en mauvaise gestion. La signature était illisible, un simple gribouillis, mais les initiales tapées à la machine à la fin, ER, Evelyne Roche. Je suis restée immobile, elle savait. Elle avait essayé d'agir anonymement, et elle n'avait rien dit. Elle m'avait parlé de la liaison, du chantage, mais elle avait omis ce détail, sa propre tentative de le sauver. Je suis rentrée chez moi à la tombée du soir. J'ai composé son numéro. J'ai écouté la sonnerie, 1 fois, 2 fois. J'ai raccroché avant la tonalité. Je ne pouvais pas lui parler de ça au téléphone. Je voulais la confronter en face. Le lendemain, je suis retournée dans son village endormie. Cette fois, elle m'a ouverte avant même que je frappe, comme si elle m'attendait sur le seuil. Son visage était pâle. « Tu as trouvé, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Je suis entrée et j'ai posé la photocopie de la plainte anonyme sur sa table de salon. « Pourquoi? Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» Elle a serré les mâchoires, détournant le regard vers la cheminée et la photo de mon père. Je pensais qu'il valait mieux que tout reste enterré, que la vérité ne ferait que remuer la boue. Ton père ne voulait pas de scandale. Après l'échec de cette plainte, il m'avait supplié de me taire. Il avait peur pour moi. Il avait peur pour toi. Et toi, tu as obéi, ai-je dit, sans colère, juste une immense fatigue. Même après sa mort,
Tu m'as laissé croire qu'il n'était qu'une victime de chantage. Il était une victime, a-t-elle protesté. Oui, mais ce silence, ce secret que tu as gardé, c'est moi qui le paye aujourd'hui. 60 000 € et un nom sali. Elle a baissé les yeux. Un long moment s'est écoulé. Puis elle a relevé la tête, et la peur avait quitté son regard, remplacée par la même détermination que je sentais en moi. Je peux témoigner, a-t-elle dit. Je peux tout raconter. Le chantage, les fausses signatures, les comptes offshore. Je n'ai plus peur d'Armand Charpentier, et je le dois à Paul. 3 semaines plus tard, Maître Valérien m'a appelé. Sa voix était radicalement différente, excitée, presque. Mademoiselle Morel, nous avons reçu la déclaration sous serment d'une certaine Madame Evelyne Roche. Elle confirme que votre père a été victime d'une usurpation de signature et d'une extorsion. Combiné aux documents que vous avez trouvés, nous avons un dossier solide. Je me suis assise sur mon canapé, incapable de parler. Il a ajouté : si tout cela se vérifie, et j'ai bon espoir, le tribunal pourra annuler la dette pour cause de fraude. La procédure a duré des mois, 8 mois, 8 mois d'enfer administratif. Je travaillais le jour sur mes contrats de design et je remplissais des formulaires et parlais à des avocats la nuit. À chaque courrier officiel, mes mains tremblaient, mais au fond, j'avançais. Je ne le faisais plus pour l'argent, je le faisais pour la vérité, pour cet homme, mon père, que je n'avais jamais vraiment connu. Le printemps suivant, j'ai été convoquée au tribunal administratif. La salle sentait le papier, la sueur froide et le bois verni. Le juge, un homme au visage las, a lu le dossier d'une voix monotone. Les mots « faux en écriture », extorsion, abus de confiance et responsabilité transférée résonnaient comme des coups de marteau. Evelyne était là, assise au fond de la salle, petite et droite. Puis, le juge a prononcé la décision. Au vu des éléments nouveaux et irréfutables, le tribunal reconnaît la fraude. La dette est annulée. Le nom de Paul Morel est réhabilité des poursuites bancaires. J'ai fermé les yeux, pas de cris, pas de larmes, juste un souffle, un long souffle profond, comme un rideau qu'on soulève enfin après des années d'obscurité. En sortant, dans le couloir baigné de soleil, j'ai appelé Jeanne. Alors ? A-t-elle demandé, sa voix tendue. C'est fini, j'ai gagné, la dette est effacée. Il y eut un silence à l'autre bout, puis elle a répondu doucement. Non, Élise, ce n'est pas fini, c'est toi qui recommences. Ce soir-là, j'ai ouvert toutes les fenêtres de mon appartement. L'air était doux. Sur la table, il restait la lettre de mon père, celle trouvée dans le classeur, un peu froissée par les relectures. Je l'ai relue une dernière fois. Et j'ai compris, il ne m'avait pas laissé des dettes, il m'avait laissé une mission, laver notre nom et apprendre à ne plus porter les fautes des autres. Je croyais que tout était fini, je me trompais. La vérité, une fois réveillée, ne se rendort jamais complètement. Elle a des racines profondes. Un matin de juin, quelques semaines après le jugement, j'ai reçu une lettre anonyme dans ma boîte aux lettres. Pas de timbre, pas d'adresse. Une écriture nerveuse que je ne reconnus pas immédiatement. Juste une phrase écrite au stylo noir. Vous cherchez la vérité ? Vous n'avez que la moitié. Elle n'est pas au tribunal. Elle est dans les bureaux d'Armand Charpentier. Mon cœur s'est serré. J'ai cru à une mauvaise blague. Puis, j'ai reconnu l'écriture. Ce n'était pas Evelyne, c'était celle de ma mère. Une écriture que j'avais vue sur des listes de courses, mais jamais aussi tendue. Pourquoi ma mère m'enverrait-elle ça ? Elle, qui avait semblé si soulagée, si absente pendant toute l'affaire ? Le lendemain, j'ai fait ce que je n'avais pas encore osé faire. J'ai cherché Armand Charpentier. Grâce à la procédure, j'avais son adresse. Il possédait encore une petite entreprise de bâtiment à Nantes, prospère. L'homme n'avait jamais été condamné pénalement. Trop malin, trop bien entouré, les faits étaient bel et prescrits. Il avait simplement pris sa retraite après le scandale pour mieux renaître ailleurs. Le bâtiment se trouvait dans une zone industrielle, moderne, tout en verre et en acier, gris et silencieux. J'ai attendu la fin de la journée dans ma voiture. Quand il est sorti, je l'ai reconnu aux vieilles photos du dossier, plus âgé, plus lourd, mais le même regard arrogant. Il portait un costume cher. Je l'ai abordé calmement,
alors qu'il se dirigeait vers une berline allemande. Monsieur Charpentier? Il m'a regardé, méfiant, évaluant ma tenue simple. Vous êtes journaliste? Non, ai-je dit, sentant mon pouls s'accélérer. Je suis Élise Morel, la fille de Paul Morel. Son visage s'est figé, puis une expression de dédain l'a traversé. Ah, lui, le martyr. Ce martyr, m'a traversé comme une gifle. Vous avez ruiné sa vie, vous avez falsifié sa signature. Il a haussé les épaules, un geste méprisant. Il savait dans quoi il s'engageait. On ne fait pas de construction dans les années 90 sans ciment sale. Il a été faible, il a payé. Je me suis approchée, tremblant de rage. Vous avez utilisé sa liaison avec sa secrétaire pour le faire chanter. Il a esquissé un sourire froid, cruel. La secrétaire? Evelyne? Oh, ça, c'était la cerise sur le gâteau. Mais ce n'était pas le gâteau. Je me suis arrêtée net. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'est appuyé contre sa voiture, prenant plaisir à ce moment. Tu ne sais pas tout, gamine. Tu crois défendre ton père? Il n'était pas si innocent que ça. Il n'a pas couvert que sa petite amie. Il a aussi, et surtout, protégé ta mère. Je suis restée pétrifiée. Le sang a quitté mon visage. Ma mère? Vous mentez. Elle travaillait dans la comptabilité à l'époque, non? Chez nous, avant ta naissance. C'est elle qui a validé les premières fausses factures. C'est elle qui a fait les premières erreurs, les premiers virements. Sans elle, rien n'aurait pu passer. Elle était terrifiée, elle pleurait tout le temps. Il a ri, un son sec. Quand ton père l'a découvert, il a voulu tout dénoncer, mais ta mère l'a supplié. Elle était enceinte, de toi. Il m'a pointé du doigt. Il a choisi. Il a choisi de couvrir sa femme, la mère de son enfant. La liaison avec Evelyne, c'est venu bien après. C'était juste un clou de plus pour son cercueil. Je sentais mon souffle se couper. Vous mentez, c'est ignoble. Crois ce que tu veux, a-t-il dit en ouvrant sa portière. Mais cherche dans les anciens relevés bancaires de ta mère, les archives de l'entreprise, tu verras les virements. Son nom y figure. Ton père a pris la faute pour 2 personnes. Il est monté dans sa voiture et a démarré, me laissant seule sur le parking, dans les fumées d'échappement. Je suis rentrée chez moi en pilote automatique. La lettre anonyme de ma mère. Vous n'avez que la moitié. Ce n'était pas une accusation contre Charpentier, c'était une confession. Chez moi, j'ai ouvert la boîte métallique où je gardais tous les papiers de mes parents, ceux que je n'avais pas encore jetés. J'ai fouillé, page après page, non plus dans les dossiers de mon père, mais dans ceux de ma mère. Et là, sur un vieux carnet bancaire personnel datant d'avant ma naissance, un relevé jauni, un virement vers Charpentier and Fils, puis un autre, des sommes importantes, et une note manuscrite de ma mère dans la marge, Rambéner avance assez. Armand Charpentier. Je me suis assise au sol, le monde s'écroulait, silencieux. Mon père avait porté la faute, oui, mais il l'avait portée pour 2. Il n'avait pas protégé sa maîtresse, il avait protégé sa femme. Le lendemain, j'ai pris le train pour aller voir ma mère, dans la petite maison de retraite où elle vivait depuis l'accident. Elle m'attendait dans le jardin, assise sur un banc, comme si elle savait déjà. Ses cheveux avaient blanchi, son regard était las. Je me suis assise à côté d'elle. Je lui ai tendu la photocopie du carnet bancaire. « C'est toi, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu m'as envoyé cette lettre. » Elle a fermé les yeux. « Oui. » Un seul mot, mais tout s'est effondré. « Pourquoi ?» ai-je murmuré. Elle a pris une grande respiration, l'air sifflant entre ses lèvres. « Parce que j'avais peur. J'étais jeune. Charpentier m'a manipulée. Il m'a fait signer des choses. Il disait que c'était pour des avances, que c'était légal. Quand j'ai compris, c'était trop tard. Et puis, j'ai appris que j'étais enceinte de toi. » Elle m'a regardée, ses yeux pleins de larmes. « Ton père voulait tout dénoncer. Tout. Il voulait aller à la police. Mais on aurait tout perdu. La maison, ton avenir. J'ai signé les papiers qu'il me demandait. Il m'a supplié d'arrêter. Mais Charpentier me tenait. Alors Paul, ton père, il a pris tout sur lui. » Elle a pleuré, doucement, sans bruit. Il m'a dit « Si quelqu'un doit payer, ce sera moi. Toi, tu vas élever notre fille. » Je n'ai pas su quoi dire.
Je voulais la haïr, je voulais hurler, et je n'y arrivais pas. Devant moi, il n'y avait pas une coupable, juste une femme brisée par le poids de ses choix, une femme qui avait laissé son mari devenir un fantôme pour la sauver. Je lui ai dit simplement: Tu aurais pu me le dire. Pendant toutes ces années. Je ne voulais pas que tu portes ça, je ne voulais pas que tu le haïsses, ni que tu me haïsses. Mais tu me l'as transmis, sans le dire. Cette dette, c'était la tienne. Elle a hoché la tête. Tu as raison, et je n'ai plus rien à cacher maintenant. C'est pour ça que je t'ai envoyé cette lettre. Je ne pouvais pas te laisser croire que c'était juste pour Evelyne. C'était pour moi. C'était pour toi. Nous sommes restés longtemps sans parler, seulement le vent dans les arbres du parc. Puis elle a ajouté: Ton père serait si fier de toi. Tu as fait ce qu'il n'a jamais osé faire. Tu as regardé la vérité en face, et tu ne t'es pas enfui. Je suis partie à la tombée du jour. Dans le ciel, la lumière était rouge, comme une cicatrice qui se ferme lentement. Et pour la première fois, je n'avais plus besoin de réponse. J'avais l'histoire entière. Les semaines ont passé comme une mer calme après la tempête. Un matin, j'ai reçu un dernier courrier recommandé. L'écriture fine, presque hésitante, était celle de maître Valérien. À l'intérieur, une enveloppe scellée, ancienne. Trouvée dans un coffre de votre père à la banque, que nous venons de clore, disait la note jointe. Il avait spécifié qu'elle devait vous être remise seulement si le dossier Charpentier était rouvert et clos. Sur l'enveloppe, pour Élise, à lire quand tout sera terminé. J'ai attendu la nuit pour l'ouvrir. Le silence était total. C'était l'écriture de mon père. Ma fille, si cette lettre t'arrive, c'est que tu as fait ce que j'ai toujours redouté et espéré. Tu as cherché la vérité. J'ai vécu avec la honte, non pas parce que j'étais coupable, mais parce que j'ai choisi de protéger ceux que j'aimais. Ta mère a eu peur. Elle a été faible, et je l'ai aimée pour sa faiblesse. J'ai préféré qu'on me déteste en silence plutôt qu'on la détruise publiquement. Evelyne a été mon réconfort, et j'ai aussi payé pour la protéger. J'ai échoué sur beaucoup de points, j'ai laissé un fardeau. Si tu découvres tout, un jour ne juge ni ta mère, ni moi, trop durement. Nous avons tous nos faiblesses, mais toi, Élise, tu as ce que nous n'avons jamais su garder. Le courage de regarder la vérité s'enfuir. Ne porte plus notre faute. Tu as payé pour nous. Maintenant, transforme cette histoire en force. Vis légère, ma fille, vis pour toi. Je suis restée là longtemps, la lettre entre les mains. Ce n'était pas une confession, c'était une libération. Le lendemain, je suis retournée voir ma mère. Je me suis assise près d'elle, dans le jardin. Je lui ai lu la lettre. Elle a pleuré, puis elle a souri. Il t'a toujours aimé plus qu'il ne s'est aimé lui-même. J'ai répondu: Je sais. Ce soir-là, en rentrant, j'ai rangé tous les dossiers, les preuves, les lettres, dans une grande boîte. Je l'ai fermée et je l'ai descendue à la cave. Je n'ai gardé qu'une seule photo, celle de mon père et d'Evelyne sur le bateau. Je l'ai mise à côté d'une photo de ma mère et moi, enfants. L'héritage n'était pas les 60 000 € de dette. L'héritage, c'était cette histoire compliquée, douloureuse et profondément humaine. Et pour la première fois, je me sentais riche de vérité et riche de paix.